Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne et aime cette vidéo. Claire avait tout quitté, son emploi d'assistante de pharmacie, ses projets de formation, ses sorties entre amis. À 38 ans, elle vivait enfermée dans une maison glaciale, consacrant ses jours et ses nuits à Madeleine, sa belle-mère paralysée. Chaque matin, elle l'aidait à se lever, la lavait, l'habillait, préparait ses repas sans jamais entendre un mot de gratitude. Elle était devenue invisible. Pas une fête, pas un remerciement, pas même une carte d'anniversaire. Seulement le silence, l'oubli, et une routine épuisante. Au fil des années, son propre reflet dans le miroir lui devenait étranger. Ses mains se couvraient de crevasses, ses cheveux grisonnaient prématurément. Elle survivait grâce à quelques appels d'Antoine, son mari, qui travaillait loin de la maison et rentrait tard. Il l'aimait, c'était certain. Mais il n'avait pas vu, ou pas voulu voir, la lente disparition de celle qu'il avait épousée. Claire continuait, sans bruit, en espérant que son dévouement finirait par compter. En espérant que Madeleine changerait. Antoine était le seul enfant de Madeleine à se soucier sincèrement de sa mère. Il l'appelait souvent, prenait des nouvelles, apportait des médicaments. Mais il ne voyait pas ce que Claire vivait au quotidien. Entre deux dossiers au travail, il écoutait distraitement ses plaintes au téléphone, pensant que tout finirait par s'arranger. Il ne comprenait pas la solitude écrasante dans laquelle elle s'enfonçait chaque jour un peu plus. Quand il rentrait le soir, fatigué, il embrassait rapidement Claire et se réfugiait dans le silence. Il croyait faire sa part, être un bon fils, un bon mari. Mais il ne portait ni les couches, ni les douleurs, ni les humiliations quotidiennes. C'était Claire, et Claire seule, qui se battait chaque jour contre le poids du fauteuil, le regard sec de Madeleine, et la fatigue qui lui dévorait le dos. Elle souffrait en silence, pendant qu'Antoine fermait les yeux. Sylvie et Gérald, les autres enfants de Madeleine, ne venaient qu'aux anniversaires, les bras croisés et la bouche pleine de jugement. Ils ne restaient jamais plus d'une heure, prétextant leurs enfants, leur travail, leur stress. À chaque visite, ils inspectaient la maison comme des inspecteurs des impôts, critiquant la poussière sur les étagères ou la température de la soupe. Claire baissait la tête, encaissait, et continuait. Jamais un merci, jamais une aide. Quand Madeleine tombait malade, c'était elle, Claire, qui passait des nuits à veiller. Quand il fallait porter le fauteuil dans les escaliers, c'était elle, encore. Et malgré tout, aux yeux de Sylvie et Gérald, elle restait une étrangère, une pièce rapportée sans importance. Ils se disaient en droit de tout juger, sans jamais lever le petit doigt. Claire, elle, se consumait lentement dans une vie qu'elle n'avait jamais choisie. Une nuit d'hiver, alors que les murs vibraient sous les rafales de vent, Claire s'était approchée du lit de Madeleine pour lui donner un somnifère. La vieille femme, d'ordinaire froide et sèche, attrapa sa main d'un geste lent. Son regard était humide, troublé, presque humain. D'une voix faible, elle souffla, « Je n'oublierai jamais ce que tu fais pour moi. Tu es meilleur que mes propres enfants. » Claire n'en croyait pas ses oreilles. Pendant 10 ans, elle n'avait entendu que des ordres. Ces mots étaient une lueur dans une nuit trop longue. Mais ce souffle d'émotion disparut aussi vite qu'il était venu. Le lendemain matin, Madeleine retrouva son ton autoritaire, comme si rien ne s'était passé. Claire garda cette scène pour elle. Elle ne voulait pas briser ce souvenir fragile en le racontant à Antoine. Elle n'en parlait à personne, mais elle y repensait souvent, surtout dans les moments de fatigue extrême. Ce souvenir, aussi fugace soit-il, était devenu son seul baume. Le 12 février, à 6h43 du matin, Claire sentit que quelque chose avait changé dans l'air. En entrant dans la chambre, elle trouva Madeleine immobile, les yeux entr'ouverts, le visage pâle. Elle s'approcha doucement, chercha un battement, un souffle. Il n'y en avait plus. Le silence de la mort remplit la pièce. Claire tomba à genoux. Elle pleura, non pas de tristesse, mais d'épuisement, de soulagement, de culpabilité mêlée à un vide indescriptible. Antoine arriva 1 heure plus tard. Il prit Claire dans ses bras, les larmes aux yeux. Il remercia sa femme pour tout ce qu'elle avait fait, mais ces mots lui parurent trop tardifs, trop légers.
Sylvie et Gérald arrivèrent le soir même, sans même demander comment allait Claire. Ils parlèrent de testament, de comptes, de meubles. Aucun ne posa la main sur le front glacé de leur mère. Claire observa leur indifférence avec une amertume muette. Dès le lendemain, Sylvie fit changer la serrure de la porte d'entrée. Gérald entra dans la chambre de Madeleine et vida les tiroirs sans dire un mot. Les bijoux disparurent, les tableaux furent décrochés. Claire, debout dans le couloir, assista à la scène comme à un cambriolage organisé. Quand elle osa protester, Sylvie lui lança « Tu n'es pas de la famille, tu n'as rien ici ». Antoine tenta d'intervenir, mais sa voix tremblante se perdit dans le chaos. Le soir venu, ils lui donnèrent un ultimatum, partir avant la fin de la semaine. Claire resta figée, incapable de parler. Elle avait tout donné à cette maison, à cette famille. Et voilà qu'on la chassait comme une intruse. Antoine, blessé, confus, n'eut pas la force de s'opposer fermement à sa sœur. Claire comprit à ce moment-là qu'elle était seule. Seule face à la trahison. Seule face à l'injustice. Et que personne ne viendrait la défendre. Les jours suivants furent les plus amers de la vie de Claire. Le deuil n'avait pas eu le temps de s'installer. Elle faisait ses cartons pendant que Sylvie et Gérald réorganisaient la maison, comme si Madeleine n'y avait jamais existé. Antoine, déchiré, tentait de jouer les médiateurs, mais son silence trahissait sa faiblesse. Claire se sentait trahie par tout le monde, même par l'homme qui l'avait regardée s'épuiser sans jamais la sortir de cette prison. Avant de partir, Claire décida de nettoyer une dernière fois la maison. Ce n'était pas pour eux, ni pour Madeleine. C'était un geste intime, un adieu à cette vie de sacrifice. Elle ouvrit les fenêtres, fit circuler l'air, balaya chaque pièce comme pour effacer la douleur accumulée. Dans la chambre de Madeleine, en passant la serpillière sous le vieux buffet, elle sentit quelque chose craquer sous son pied. Une latte bougeait. Intriguée, Claire s'agenouilla et souleva le morceau de plancher mal fixé. Sous la poussière et des fils d'araignée, elle découvrit une vieille enveloppe jaunie. Son nom y était écrit à la main, d'une écriture qu'elle reconnut aussitôt, celle de Madeleine. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle regarda autour d'elle, comme si elle faisait quelque chose d'interdit, puis ouvrit doucement la lettre. L'odeur du papier ancien, mêlée à l'émotion, l'étouffait. Les premières lignes la glacèrent. Madeleine s'y adressait à elle, non comme à une belle fille, mais comme à une confidente. Elle parlait d'amour, de regret, de reconnaissance. Claire lut chaque mot avec des larmes silencieuses, incapable de croire à ce qu'elle découvrait. Elle tremblait. Quelque chose de profond se jouait dans ces lignes, quelque chose qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Et ce n'était que le début. Dans cette lettre, Madeleine racontait son incapacité à montrer ses émotions, sa peur de paraître faible, son orgueil de mère abandonnée par 2 de ses enfants. Elle avouait que, dans le silence, elle avait appris à aimer Claire plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle avait vu ses gestes tendres, sa patience, son courage. Et elle regrettait de n'avoir jamais eu la force de le lui dire de vive voix. Les mots étaient crus, bruts, mais remplis de vérité. Puis venait la révélation, Madeleine avait modifié son testament 2 ans auparavant. Elle avait désigné Claire comme l'unique héritière de ses biens, consciente que ses autres enfants ne méritaient rien. Elle savait que cela provoquerait des conflits, mais elle assumait. À la fin de la lettre, elle écrivait « Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. J'espère que cette maison sera enfin un foyer pour toi. Tu l'as mérité plus que quiconque. » Claire resta figée. Elle n'était plus une étrangère. Elle était l'héritière. Avec les mains encore tremblantes, Claire retourna l'enveloppe et y trouva un second document, une copie officielle du testament signé chez Maître Dubois. Le sceau notarial ne laissait aucun doute. Le papier était daté de 2 ans plus tôt, bien avant l'aggravation de l'état de Madeleine. Claire relut plusieurs fois, incapable d'y croire. Tous les biens, la maison, les comptes, les meubles, l'épargne, lui étaient légués. Tout avait été fait dans le plus grand secret. Elle se souvint alors de ce jour où Maître Dubois était passé à la maison,
prétextant un vieux dossier à signer. Madeleine avait insisté pour être seule avec lui. À l'époque, Claire n'y avait vu qu'un caprice. Aujourd'hui, tout prenait sens. Ce testament n'était pas un simple transfert d'héritage, c'était un acte de reconnaissance, de gratitude muette. Pour la première fois depuis 10 ans, Claire sentit une chaleur étrange naître dans sa poitrine. Un mélange de justice et de peur. Le lendemain matin, Claire se rendit seule chez Maître Dubois, le cœur battant à tout rompre. Elle attendit longtemps dans la petite salle d'attente boisée, chaque tic-tac de l'horloge résonnant comme un coup de marteau dans sa tête. Quand enfin elle entra, le notaire la salua avec un sourire discret, presque complice. Il ouvrit son dossier, sans détour, confirma la validité du testament. Oui, Madeleine l'avait bel et bien désignée comme unique héritière. Claire ne put retenir ses larmes. Tout ce qu'elle avait enduré, tout ce qu'on lui avait volé en dignité, recevait soudain une réponse inattendue. Maître Dubois lui tendit les papiers officiels, déjà enregistrés. Il ajouta calmement, « Vous devrez être forte, madame. Ce testament va faire des remous. » Elle hocha la tête. Elle le savait. Mais cette fois, elle avait une arme entre les mains. Une vérité irréfutable, signée et scellée. Et elle comptait bien l'utiliser. Lorsque Sylvie et Gérald apprirent la nouvelle, la maison devint un champ de bataille. Sylvie hurla que Claire avait ensorcelé leur mère. Gérald la traita de voleuse, de manipulatrice, de menteuse. Ils parlaient tous les deux en même temps, comme deux bêtes blessées prêtes à mordre. Antoine tenta de calmer le jeu, expliquant que c'était bien la volonté de Madeleine, mais personne ne l'écoutait. Sa voix se perdit dans le vacarme des accusations. Claire ne répondit pas. Elle resta droite, les mains serrées autour du dossier notarié. Elle savait que se défendre ne servirait à rien. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils voulaient le pouvoir, l'argent, et surtout l'humiliation de celle qu'ils avaient toujours méprisée. Ce jour-là, Claire comprit qu'ils n'allaient pas abandonner facilement. La guerre venait de commencer. Et elle, cette fois, n'allait plus fuir. Elle allait se battre. Quelques jours plus tard, Claire reçut une assignation en justice. Sylvie et Gérald avaient déposé plainte pour abus de faiblesse. Ils prétendaient que Madeleine, affaiblie mentalement, avait été manipulée pour changer son testament. La rumeur se répandit dans le quartier, puis dans toute la ville. Les journaux locaux titraient déjà « Héritage contesté, une belle fille au cœur du scandale ». Claire se retrouva exposée, jugée sans procès. Antoine tenta de convaincre sa sœur de retirer la plainte, mais Sylvie l'ignora. Gérald menaçait même d'alerter la presse nationale. Claire, humiliée, ne pouvait plus sortir sans croiser des regards lourds de suspicion. Elle, qui avait toujours vécu discrètement, devenait l'objet d'un spectacle cruel. Pourtant, malgré la honte, elle restait droite. Elle savait que fuir ne servirait à rien. Cette fois, elle devait affronter la tempête. Antoine se retrouvait entre deux feux. Son cœur appartenait à Claire, mais son sang le rattachait à Sylvie et Gérald. Chaque mot qu'il prononçait était mal interprété par l'un ou l'autre. Il passait ses journées à courir entre sa femme et sa fratrie, essayant de calmer les esprits, mais récoltait seulement reproches et rancunes. Ses nuits étaient devenues des champs de bataille intérieurs. Il ne dormait plus. Finalement, il choisit. Lors d'un dîner tendu chez Sylvie, il se leva et déclara calmement « Je soutiendrai ma femme. Vous avez toujours méprisé ce qu'elle faisait. Moi, je l'ai vue se dévouer, pendant que vous viviez vos vies. » Il quitta la maison sans un mot de plus. Ce soir-là, en rentrant, il prit la main de Claire et lui dit « Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu plus tôt. » Elle ne répondit rien. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'il était à ses côtés. Le jour du procès arriva. Claire, en robe noire sobre, entra dans le tribunal le dos droit, le visage grave. Sylvie et Gérald étaient déjà là, entourés d'avocats sur deux, prêts à en découdre. Les premières heures furent terribles. On fouilla sa vie, ses comptes, ses moindres gestes.
On tenta de la faire passer pour une intrigante, une manipulatrice froide et calculatrice. Puis Maître Dubois fut appelé à la barre. D'une voix posée, il raconta les 2 années de préparation du testament, les conversations qu'il avait eues avec Madeleine, sa lucidité, sa volonté ferme. Il sortit alors la lettre manuscrite retrouvée par Claire. Le juge la lut à voix haute. Un silence épais tomba dans la salle. Même les avocats de la partie adverse détournèrent les yeux. Les mots de Madeleine résonnaient comme un adieu, et une justice rendue. Le jugement fut rendu après plusieurs semaines de tension. Le juge déclara que le testament était parfaitement valide, rédigé en pleine conscience et sans pression extérieure. Claire fut officiellement reconnue comme l'unique héritière légitime de tous les biens de Madeleine. Sylvie et Gérald furent sommés de restituer ce qu'ils avaient pris et de payer les frais de justice. Ils quittèrent la salle la tête basse, vaincus, rongés par leur propre avidité. Antoine prit la main de Claire à la sortie, mais elle restait silencieuse, absorbée par l'ampleur du moment. Elle avait gagné, oui, mais ce triomphe n'avait rien de joyeux. C'était une victoire solitaire, arrachée au prix de son honneur, de sa paix, de sa dignité. Elle repensait aux insultes, aux regards froids, aux heures passées à douter d'elle-même. Elle savait qu'aucune décision de justice ne pouvait effacer ses cicatrices. Et pourtant, au fond de son cœur, une étincelle renaissait. Elle n'était plus l'ombre de cette famille. Elle existait enfin par elle-même, et pour elle-même. Après le procès, Sylvie et Gérald coupèrent tout contact avec Antoine. Ils le traitèrent de traître, d'homme faible, incapable de défendre sa vraie famille. Antoine encaissa en silence. Il savait qu'il payait le prix de sa lâcheté passée et de son choix présent. Claire, de son côté, ne tenta pas de réparer les liens. Elle savait que ses ponts étaient définitivement brûlés. Elle n'avait plus de place dans cette constellation familiale fondée sur l'intérêt et le mensonge. Pendant un temps, la maison resta vide, figée dans un entre-deux. Claire s'y promenait en silence, touchant les meubles comme des vestiges d'une autre époque. Chaque pièce était empreinte de souvenirs amers, la chambre de Madeleine, la cuisine silencieuse, le salon où personne ne riait jamais. Elle sentait que cette maison n'était pas encore la sienne, malgré les papiers et le jugement. Il lui faudrait plus qu'un héritage pour y bâtir une nouvelle vie. Un matin, elle ouvrit toutes les fenêtres et décida que le deuil était terminé. Elle jeta les rideaux, repeignit les murs, changea les meubles de place. Les photos de famille furent rangées dans une boîte qu'elle enterra dans le jardin, sans cérémonie. Elle voulait une rupture nette avec le passé, une renaissance. Pour la première fois, elle choisissait les couleurs, les odeurs, les sons. Elle voulait entendre la vie résonner dans ses murs. Peu à peu, la maison changea de visage. Les voisins, autrefois silencieux, commencèrent à lui adresser la parole. Une boulangère lui offrit un pain chaud juste pour le courage. Un ancien voisin de Madeleine lui proposa de refaire les volets gratuitement. Claire, surprise par ces gestes simples, comprit qu'en reconstruisant la maison, elle reconstruisait aussi son image. Elle n'était plus l'ombre d'une belle-mère autoritaire. Elle devenait une femme libre. Un soir, alors qu'elle observait les lumières du quartier depuis la véranda, Claire sentit une idée germer dans son esprit. Et si cette maison devenait plus qu'un lieu de mémoire ? Et si elle offrait ce toit à d'autres femmes comme elle, usées par le silence, invisibles aux yeux du monde ? Le lendemain, elle prit rendez-vous à la mairie. Elle expliqua son projet, accueillir des femmes âgées abandonnées, sans famille, sans ressources, mais pleines d'histoire. Les démarches furent longues, mais Claire n'abandonna pas. Elle transforma 2 chambres, aménagea une salle commune, planta des fleurs dans le jardin. Bientôt, la maison reprit vie. Des voix, des rires timides, des palans résonnaient à nouveau dans les couloirs. Chaque pensionnaire devenait un miroir d'elle-même. En les écoutant, Claire guérissait un peu plus. Ce lieu de douleur était devenu un refuge de dignité. Et pour la première fois, elle se sentit utile à elle-même. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle triait de vieux courriers, Claire tomba sur une lettre au nom inconnu. Elle l'ouvrit, intriguée. C'était un mot signé Julien, son ancien amour,
celui qu'elle avait quitté des années plus tôt pour s'occuper de Madeleine. Il avait lu son histoire dans un article de presse. Il écrivait avec pudeur, lui disant qu'il ne cherchait rien, qu'il voulait juste savoir comment elle allait. Elle resta un long moment immobile. Le lendemain, il se présenta à la grille, les cheveux plus gris, le regard plus doux. Claire hésita avant de sortir. Quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla suspendu. Ils parlèrent longtemps, comme deux vieux complices séparés par la vie. Julien ne fit aucune allusion au passé. Il se contenta d'écouter. Et dans cette écoute, Claire retrouva quelque chose qu'elle croyait avoir perdu, l'impression d'exister en tant que femme, pas seulement en tant que survivante. Antoine ne tarda pas à ressentir le changement. Claire souriait différemment, regardait dans le vide avec une lumière nouvelle. Il comprit, sans qu'elle dise un mot. Un soir, il l'interrogea calmement. Elle ne nia pas. Elle lui parla de Julien, de ce qu'il avait été, de ce qu'il représentait encore. Antoine écouta sans colère. Mais au fond de lui, quelque chose se brisait. Il savait qu'il avait perdu Claire bien avant Julien. Il l'avait perdue quand il l'avait laissée se débattre seule dans l'ombre, sans jamais vraiment la voir. Il avait aimé, mais mal. Aimé sans présence, sans courage. Il ne supplia pas. Il lui dit seulement qu'il regrettait, sincèrement. Claire, les yeux humides, lui répondit qu'elle ne lui en voulait pas. Mais qu'elle avait besoin, désormais, de choisir sa propre lumière. Claire décida de partir quelques jours seule, dans un village côtier, pour écouter ce que son silence intérieur avait à lui dire. Loin des regards, loin des attentes, elle marcha, écrivit, se souvint. Elle pensa à Antoine, à Julien, à elle-même à 20 ans, pleine d'espoir simple. Tout ce qu'elle avait vécu l'avait transformée, durcie, révélée. Elle ne voulait plus choisir par devoir. Elle voulait vivre pour elle, enfin. À son retour, elle regarda Antoine avec douceur. Elle le remercia pour sa loyauté récente, pour sa sincérité, pour ne pas avoir fui lorsque tout s'effondrait. Mais elle lui dit aussi qu'elle ne pouvait plus rester. Ce n'était pas de l'ingratitude, ni du rejet. C'était une renaissance. Antoine comprit. Il baissa les yeux, serra sa main une dernière fois. Et sans drame, sans cri, ils se séparèrent. Deux adultes brisés par le passé, mais libérés par la vérité. Quelques semaines plus tard, Claire décida de vider entièrement le grenier, pour tourner définitivement la page. Entre des draps poussiéreux et de vieux cartons, elle trouva une petite boîte en bois sculpté. À l'intérieur, un médaillon en or terni, avec une photo de Madeleine jeune, tenant un nourrisson dans ses bras. Derrière, une inscription gravée, pour Claire, ma fille de l'ombre, ma lumière éternelle. Elle resta figée, bouleversée. Les larmes coulèrent sans retenue. Pendant 10 ans, elle avait cru n'être qu'un fantôme dans cette maison. Mais Madeleine, dans son silence maladroit, avait reconnu tout ce qu'elle était. Ce médaillon n'était pas un bijou. C'était une reconnaissance posthume, une bénédiction, une paix offerte. Claire le serra contre son cœur. Puis elle sortit dans le jardin, leva les yeux vers le ciel, et pour la première fois, sourit sans tristesse. Elle était vivante. Enfin, pleinement vivante. Tu as aimé cette histoire ? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.